Au-delà des différences qui nous concernent tous, nous sommes chacun et chacune portés par nos envies et nos passions. Avec Charlie, dans cet épisode, il sera question de la passion de l'écriture et comment celle-ci peut parfois devenir un métier. Bienvenue dans Entre deux écrans. Est-ce que tu es bien installé ? Oui, et toi? Oui, très bien. Bonsoir Charlie, merci d'avoir accepté ce petit échange. Bah de rien. On est parti pour environ 1 heure d'échange pour parler de toi, du travail et aussi un peu d'écologie. Alors pour commencer, je te propose tout simplement de te présenter. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et pour répondre, la parole est complètement libre. D'accord. Alors, je m'appelle Charlie, j'ai 23 ans et j'ai le syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme sans retard mental. À cause ou grâce à ça, je suis en incapacité de travailler. Du coup, je me concentre sur mon rêve qui est d'être écrivaine. Et j'ai publié mon premier roman en octobre 2020. Ok. Voilà. Alors pour commencer, je vais lire. C'est la 2e de couverture qu'on appelle ça. Hein. La 4e. La 4e de couverture. Ah oui, il me semble que c'est parce que ça fait... la couverture, c'est le 1, le dos le 2, le 3, c'est le recto du dos, et le verso, c'est la 4e de couverture, c'est ça ? Certainement, oui. Alors du coup, je vais lire la 4e de couverture. Du roman qui s'appelle Nathanaël. Personnalité à part, Nathanaël mène sa vie loin de toute forme d'affection jusqu'au jour où il fait la rencontre de Quentin. Intrigués par leurs 2 caractères en totale opposition, ces 2 jeunes hommes vont se découvrir et s'apporter l'un à l'autre. Durant toute l'année scolaire, Quentin va lui apprendre à s'ouvrir aux autres. Nathanaël, quant à lui, va lui apporter une vision plus mature de la vie en lui livrant des brides de son passé. Comment vont-ils réagir face à tous ces bouleversements ? C'est un petit peu donc le pitch de ton livre. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais, donc suite à ça, rentrer un petit peu plus dans le détail de cette histoire que tu as écrite en 2017, si je ne me trompe pas ? Oula. Alors la date exacte, je m'en souviens plus trop. Je sais que j'étais en seconde quand j'ai commencé. Et j'ai fait plusieurs pauses. Et j'ai dû l'écrire en tout en 2 ans en comptant les pauses. D'accord. Et du coup, pour l'écrire, je me suis inspirée un peu de ma vie, de choses que j'ai vues, entendues et vécues. Et j'ai aussi voulu, à travers Nathanaël, parler de plusieurs sujets de la vie, tels que la dépression, les émotions, l'amitié, les conséquences des non-dits, etc. Et du coup, ce roman, je l'ai publié en auto-édition via Amazon en octobre 2020. Du coup. Alors pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? J'ai choisi l'auto-édition parce que le monde de l'édition, déjà de base, c'est assez compliqué. C'est difficile d'être lu par une maison d'édition parce qu'elles reçoivent plusieurs exemplaires par jour, donc forcément elles peuvent pas tout lire. Et du coup, j'ai entendu parler de l'auto-édition, je m'y suis intéressée et puis j'ai fini par me lancer. Ok. Est-ce que tu avais envoyé des exemplaires de ton roman à des maisons d'édition, alors dites classiques ? J'avais envoyé quelques exemplaires, oui, mais c'était mes premiers et en fait, il se trouvait que c'était des maisons qui publiaient à titre d'auteur, je crois, le terme. Et donc en gros, c'est l'auteur qui paye tout. Et c'est des sommes assez élevées quand même. Et après, j'ai entendu parler de l'auto-édition et j'ai pas cherché à renvoyer mon manuscrit. Très bien. Alors, il y a une question qui me vient seulement maintenant, c'est pourquoi avoir choisi Amazon pour faire de l'auto-édition ? Alors, je suis pas très fan d'Amazon à la base, mais il faut admettre que pour tout ce qui est littéraire en tout cas, ils ont ça offre pas mal de possibilités. Déjà, Amazon c'est connu de tous, donc forcément ça aide quand on débute. Ensuite, la rémunération est pas mal aussi. J'ai vu plusieurs plateformes qui faisaient de l'auto-édition et c'est celle qui offrait la plus grande rémunération. Et puis après, il y a tout l'aspect publicité, donc forcément, sur une plateforme qui est très connue, il y aura plus de visibilité que sur une plateforme, on va dire, pas connue. Et enfin voilà. Très bien.
Alors je propose qu'on se garde Amazon un peu dans le coin de notre tête pour plus tard. On y reviendra dans la suite de notre échange. L'autre question qui me vient par contre, par rapport à la vie d'écrivain, enfin d'écrivaine dans ton cas, c'est est-ce que tu dirais que devenir écrivaine aujourd'hui c'est quelque chose de compliqué? Bah, du coup, oui et non. Ça dépend par quel système on passe, parce que par exemple, bah, les maisons d'édition, si vraiment on veut juste, enfin, si notre but c'est d'être publié par une maison d'édition, ça peut prendre des années, voire ne jamais arriver, parce qu'ils estiment eux que ça en vaut pas la peine, ou le manuscrit sera jamais lu parce qu'ils doivent faire un tri avec tous les exemplaires qu'ils reçoivent. Mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que c'est plus simple parce qu'il y a il y a plein de solutions alternatives, comme l'auto-édition, il existe plein de plateformes. Et puis avec Internet, il y a plein de nouvelles possibilités qui nous sont offertes. C'est une chance du coup d'avoir Internet pour éditer aujourd'hui. Je pense, oui. Et alors, de plus en plus de gens utilisent l'auto-édition pour aboutir à un résultat et publier leurs livres ou leurs travaux. Est-ce que l'édition classique, selon toi, c'est quelque chose qui garde quand même une forme de prestige? Ou est-ce qu'au contraire, maintenant qu'on a Internet, qu'on a... alors il n'y a pas que Amazon, il y a aussi, j'ai en tête, The Book Edition, etc. C'est quelque chose dont on pourrait se passer, l'édition classique. Bah, je pense qu'on peut pas s'en passer, ça offre quand même pas mal de possibilités, mais en soi, c'est pas une obligation. Enfin, forcément, recevoir l'approbation d'une maison, ça donne du renom et c'est gratifiant. Mais en soi, il existe maintenant plein d'autres solutions. Enfin voilà, je pense qu'il faut pas viser forcément la maison d'édition. Et puis en plus, ça veut rien dire. Enfin, il y a des grands écrivains, je pense à J.K. Rowling. euh, Elle a essuyé plein de refus de maison d'édition et aujourd'hui, enfin voilà, ça va avec Harry Potter et tout. Donc c'est pas un objectif absolu. On peut dire qu'elle se met bien en ce moment avec Harry Potter. Ouais, c'est ça. Très bien. Tu encouragerais des jeunes auteurs à se lancer dans l'auto-édition pour leurs livres, ou leurs nouvelles, ou leurs essais, ou leurs romans photos? Alors oui, je pense que, enfin, c'est une aventure intéressante. Après, faut bien s'accrocher parce que forcément, quand on se lance en auto, bah, on est seul, auto quoi. Et bah, faut tout faire soi-même. On n'a pas l'appui, par exemple, je pense pour le livre, on n'a pas l'appui d'une maison d'édition qui va faire une grande pub derrière, tout ça. Mais après, ça nous apporte plein de nouvelles capacités parce qu'on apprend à faire des choses soi-même. Et puis, du coup, on n'est pas obligé de tout faire seul. On peut demander de l'aide et ça nous fait rencontrer d'autres personnes. Je pense que c'est quand même une bonne aventure. Toi, pour refaire ce livre, tu as dû apprendre à faire de la mise en page, à faire un petit peu de montage, à animer et alimenter des pages internet, Instagram, Facebook. Oui, puis il faut apprendre, enfin apprendre. Il faut aussi beaucoup se renseigner sur les lois parce qu'on peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Tu as même créé une bande-annonce. Alors, plutôt un teaser, on pourrait dire, pour ce livre. Oui, une petite vidéo pour promouvoir la sortie du livre. Est-ce que tu es fier d'avoir produit toutes ces choses autour de ton univers sur Nathanaël? Bah oui, c'est plutôt, ouais, je suis contente. Très bien. Alors j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans l'histoire que tu as créée autour de ce personnage, donc Nathanaël. Est-ce que tu dirais que tu as donné de ta personne pour créer ce personnage? Bah, du coup, oui, comme je le disais tout à l'heure, je me suis inspirée de ma vie et de choses que j'ai vues et entendues. Je pense que j'ai donné une grande partie de ma personnalité au personnage principal, Nathanaël. Et pour les événements qu'il va vivre tout au long de l'histoire, bah, du coup, là, c'est là que je me suis inspirée de choses que j'ai vues, entendues et vécues, que ce soit de loin comme de près. D'où te vient l'inspiration pour créer des personnages et leur donner vie? Et dans ma question, j'ajouterais hors Nathanaël, puisque on vient de déterminer que Nathanaël était un petit peu inspiré de toi. Si je prends l'exemple de son entourage proche, d'où est-ce que l'inspiration te vient pour les créer ces personnages et les animer? Alors du coup, j'ai commencé à écrire ce roman après avoir vu le film Le Monde de Charlie. Le personnage de Charlie me parlait beaucoup et du coup, j'ai voulu écrire une histoire avec un personnage un peu sensible, auquel il est arrivé des choses. Du coup, là, c'est le personnage de Nathanaël. Et puis pour les autres personnages, j'aimais bien la personnalité de Patrick dans le film. Et j'ai essayé de donner certains de ses traits à mon personnage Quentin. C'était
c'était la personne que je voulais voir entrer dans ma vie. Et comme je m'identifiais, enfin, oui, je m'identifiais à Nathanaël, ben, c'était un peu ma façon à moi de m'apporter cette personne indirectement. Et du coup, bah, j'ai créé Quentin comme ça. D'accord. Et autrement, pour les autres personnages, donc la famille, les camarades, c'est venu un peu comme ça, je pense. Je me suis inspirée de gens que j'ai connus et puis de personnages dans des films et autres. Alors Nathanaël, c'est un livre, enfin c'est une aventure, on pourrait dire, qui se passe à une période d'avant-bac. Pourquoi avoir pris Oui, c'est ça. cette tranche d'âge pour placer ton histoire? Pourquoi pas l'avoir situé à l'époque du collège, avec un élève qui est sur le point de passer son brevet, avec un jeune homme en études supérieures ou en début de vie professionnelle, par exemple? Bah, déjà, pour un aspect pratique, pour certains aspects de l'histoire, il fallait que les personnages soient assez âgés quand même, pour avoir une certaine autonomie. Euh, le lycée, ça me parlait bien. Puis en plus, quand j'ai commencé à l'écrire, j'étais en seconde, donc c'était un peu, du coup, c'était ma période. Et je trouvais que bah, le faire, du coup, ils sont en classe de terminale, et du coup, comment dire, de baser l'objectif sur l'obtention du bac, bah ça c'était plus, enfin après il allait être il allait être lancé dans le monde d'adulte quoi, et bah, je voulais aussi parler du passage à l'âge adulte justement, donc le lycée c'était plutôt le bon moment je pense. C'est une époque un petit peu charnière oui, cette époque où on est un peu encore enfant et la majorité où on devient un adulte avec des responsabilités, et le permis, Oui voilà. toutes ces choses-là. Très bien. Alors dans le livre, Nathanaël et Quentin, le second personnage principal, ils ont deux personnalités très différentes, c'est un petit peu la base de l'histoire. Et ils ont également deux façons de parler qui sont assez différentes. Avec Nathanaël, on est... Alors tu me corriges si je me trompe, hein, mais de mon interprétation avec Nathanaël, on est donc beaucoup plus dans la description des endroits, on est dans une façon de parler qui est très factuelle, alors que Quentin, on a un côté un petit peu plus aventurier, le mot qui me vient. Je sais pas si c'est un mot qui te parle, toi, pour décrire sa façon de parler. Ouais si, bah oui Nathanaël il est plus, il est plus fermé, il a il a pas trop l'habitude des contacts sociaux. Il a été élevé dans une famille assez peu portée sur bah, parler de ses émotions, et qui est très portée sur la langue française aussi. Et Quentin, lui, il est plus, bah, c'est un jeune quoi, il fait sa vie. Mais au contact de Nathanaël, il va très vite développer son langage pour un peu l'attirer vers lui, quoi, parce qu'il voit que c'est quelque chose d'important pour Nathanaël. Et suite à ça, il y a une question technique qui me vient. C'est donc ces deux personnages qui ont une façon un peu différente de parler. Comment est-ce que toi, en tant qu'écrivaine, tu conçois les dialogues? Je sais que, par exemple, certains écrivains ont tendance à parler à haute voix, à déclamer ce qu'ils écrivent pour voir si ce serait cohérent à l'oral. Il y en a d'autres, tout se passe dans leur tête, ils s'imaginent la scène. Comment est-ce que toi, tu travailles vis-à-vis des dialogues? Bah, du coup, c'est un peu ça. Je vais avoir tendance à me faire le dialogue toute seule. Je vais faire les deux répliques, un peu comme au théâtre. Je vais essayer de me mettre en situation. Je vais essayer de me dire, est-ce que là, dans telle situation, telle personne pourrait dire ça? Que c'est cohérent, quoi. Et bah, du coup, je pense que le plus dur, c'est de garder la cohérence. Et est-ce qu'il t'arrive de demander peut-être un avis extérieur pour savoir si, alors je pense plutôt à Quentin par exemple, si cette façon de réagir serait logique? J'avoue que pour ce roman, je l'ai pas fait. Mais je pense que pour les prochains, je le ferai. Parce que je vois bien qu'il y a quand même quelques petites accroches, on va dire. Ça m'amène à une deuxième question encore plus, entre guillemets, bien sûr, technique. C'est de quelle manière est-ce que tu écris? Est-ce que, par exemple, t'écris à des heures fixes? Est-ce que t'es... Alors, il me semble que c'est Voltaire qui écrivait dans son lit. Est-ce que c'est ritualisé? Est-ce que c'est plutôt spontané? Genre, à un moment, hop, tu te dis, tiens, j'ai une idée, je prends mon téléphone et je note deux, trois mots-clés. Comment ça se passe chez toi, l'écriture en elle-même? Alors déjà, j'aime pas trop me dire là je vais écrire, ça a tendance à me bloquer. En général,
En général, je vais entendre quelque chose ou voir une image et ça va me faire un déclic dans ma tête et je vais écrire. Donc souvent là, ça va être des petites notes sur une feuille ou sur mon portable que après je mettrai en forme, on va dire. Et sinon, Ça t'arrive de te réveiller la nuit pour écrire parce que tu as une idée? ça m'arrivait beaucoup quand j'étais au collège et un peu au lycée, mais maintenant plus trop. Est-ce que comme j'écoutais l'autre jour une interview enfin, un dialogue entre Edouard Baird, on pourrait dire un acteur, et Frédéric Becbédé, un écrivain, et Edouard lui demandait s'il écrivait sur ses draps et sur ses oreillers la nuit. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé à un moment avec un crayon à la main à écrire dans ton lit sur tes draps? Alors pas sur mes draps, mais sur du papier, oui. C'est-à-dire que quand tu te réveilles un matin, t'as plein de petits papiers qui t'entourent autour de toi et tu te retrouves un peu dans une mare de paperasse. Non, ça va, je suis quand même assez organisée. Je fais une petite pile à côté du lit et puis voilà. Très bien, très bien. Alors, j'aimerais qu'on passe à une deuxième partie un petit peu de ta vie. Donc toi, tu es une écrivaine, c'est un petit peu, bah, c'est le métier, c'est l'occupation, c'est le projet, le hobby principal que tu as. Mais je sais aussi que tu fais des enquêtes sur Internet. Et ça te donne donc accès à, alors tu me corriges si je me trompe, mais donc à des points pour avoir des cadeaux par la suite. Est-ce que tu pourras un petit peu plus nous détailler cette occupation, ce travail que tu fais? Alors oui, du coup, je fais du panélisme depuis 4 ans à peu près. D'accord. Et du coup, ça consiste à répondre à des enquêtes de consommation. Je vais aussi enregistrer certaines catégories d'achats. Et en contrepartie, je gagne des points et ces points, je peux les échanger contre des récompenses qui peuvent être matérielles comme immatérielles. Le panélisme, c'est un mot qui est propre à ça ou c'est un nom qu'on a donné, parce que c'est un mot que je connais pas du tout. Alors, je sais qu'on dit panéliste pour parler des Panéliste? personnes qui répondent à des panels, quoi. Et panélisme, ça me semble du coup correct que le mot existe vraiment, je ne pourrais pas le certifier. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui tu qualifierais de, entre guillemets, hein, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses, mais de fastidieux à faire? C'est assez chronophage. Bah déjà, je suis sur plusieurs sites en même temps, donc déjà, ça rajoute. Sur certains sites, je peux avoir 5-6 sondages à faire et ça peut aller de 15 à 30 minutes. Et le pire qui puisse arriver, c'est que je réponde sur 29 minutes sur les 30. Et à la dernière question, on me fait vous n'êtes pas éligible et je suis virée de l'enquête et j'ai rien gagné, quoi. D'accord. Est-ce que tu pourrais, alors une fourchette, hein, c'est pas grave si c'est pas exactement, mais donner le temps à peu près. Alors je sais que ça doit être assez variable, mais que tu passes pour faire ces enquêtes en ligne. Avant, j'y passais pas mal de temps. Je devais faire ça au moins 2-3 heures par jour, je pense. Maintenant, c'est plus 1 ou 2 fois dans la semaine et je répartis et du coup, je pense que c'est plus 2-3 heures par semaine. D'accord. Est-ce que c'est parce que Nathanaël te prend plus de temps? Peut-être. Ce qui est une bonne chose en soi, du coup. Oui. Alors, si je devais résumer, donc tu es autrice et panéliste. Oui. Ce mot, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'y faire. Et ça, c'est donc tes occupations principales, ton travail. Alors, je peux pas terminer cette première partie sans te demander si tu devais nous donner une définition en une phrase de ce qu'est pour toi, Charlie, le travail. Alors, je pense que j'ai pas une très bonne vision du travail. Je trouve que notre société, elle tourne énormément autour. Après, je peux comprendre parce que ça fait vivre notre monde. Mais quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est quasiment la première question qu'on lui pose. À l'école, on nous demande ce qu'on veut faire plus tard alors qu'on sait à peine faire nos lacets. Donc, je trouve que c'est trop central, je trouve. Après, peut-être que cette question me touche plus particulièrement car bah, maintenant que je suis adulte, je suis sans cesse amenée à me justifier lorsqu'on me demande ce que je fais et que je réponds que bah, je suis en incapacité et que je travaille pas. Et, euh,
Et voilà, et du coup, ouais, je pense que ma vision du travail est un peu biaisée. Mais pour répondre à ta question, en une phrase, du coup, pour moi, le travail, ça a une connotation de, ouvrez les guillemets, je fais ça pour pouvoir subvenir à mes besoins. Après, je pense que du coup, c'est important de pouvoir donner, se donner les moyens de faire un métier qui nous rend heureux. Je vois. Donc subvenir à tes besoins et tu as dit également Être intégré à la est société. intégré à la société. Ça rentre dans une définition et alors c'est une définition personnelle que je te demande, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de bonne ou de mauvaise définition dès lors qu'on rentre dans du personnel, puisque on le voit même au travers du dictionnaire, le mot travail en tant que tel, il a une multitude d'interprétations différentes. Et travail pour subvenir à ses besoins et être intégré dans la société, c'est pas une définition que je trouve déconnante sur le sujet. Je te propose qu'on passe à un autre sujet. D'accord. Aujourd'hui, on est le 2 avril 2021, à l'heure où nous parlons. Oui. Ça tombe bien, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme. Oui. On a parlé de ton personnage qui est donc Nathanaël, qui est atypique. Tu nous as dit au début que tu étais Asperger, donc neuroatypique, qui est le contraire de neurotypique. Ma première question, elle est donc simple. Qu'est-ce que l'autisme Asperger? Alors du coup, déjà c'est une forme d'autisme sans retard mental. C'est une, c'est une différence neurologique. Après, je vois pas ce que je peux dire de plus en fait. Alors, tout à l'heure, tu nous avais effectivement dit que c'était une forme d'autisme sans retard mental, mais est-ce que peut-être tu pourrais nous dire comment, par exemple, ça se traduit au quotidien? Bah, c'est assez compliqué parce que je sais jamais vraiment comment répondre à cette question parce que bah, je suis née comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça. J'ai grandi avec ce cerveau et ce fonctionnement. Donc ce serait un peu comme te demander, ça se traduit comment au quotidien de vivre avec un fonctionnement neurotypique, dit normal entre guillemets, tu vois. Je vois. Donc pour moi, entre guillemets, être autiste, c'est inné. Enfin, je suis comme ça. Après, je peux dire que c'est la société qui, elle, n'est pas forcément adaptée aux personnes neuroatypiques comme moi, et c'est ce qui rend mon quotidien plus compliqué. Certaines définitions dans certains textes qui décrivent l'autisme Asperger, il y a des éléments qui parlent notamment de l'hypersensibilité autour des cinq sens, avec des difficultés au niveau des difficultés des sensibilités au niveau de l'audition, au niveau du goût, et une hypersensibilité, une hyperactivité de tout ce qui va être le mot ne me vient pas. Les... L'essence. Non, pas les... Enfin, il y a les sens, mais les Non. stimuli, voilà, de Stimuli. l'environnement. Bah, là aussi, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y en a, ils vont avoir au contraire des hyposensibilités. Ils vont pas ressentir la douleur, par exemple, donc ils vont avoir tendance à se blesser soit volontairement pour ressentir quelque chose, soit involontairement. Et il y en a qui, oui, ont les sens plus sensibles. Après, tous les sens sont pas forcément touchés. Je sais que moi, je suis hypersensible de partout, mais c'est pas forcément le cas de tous. D'accord. Et ça crée aussi des difficultés au niveau de la vie tous les jours, puisqu'on est dans un monde quand même où on est en permanence, surtout actuellement, connecté dans un univers assez social, et je sais que c'est là aussi où ça peut poser certaines difficultés. Est-ce que toi, tu aurais des exemples concrets, peut-être, et si ce n'est pas indiscret d'ailleurs, de situations où ça peut être difficile parce que les gens n'ont pas forcément le recul nécessaire pour comprendre et admettre qu'on est tous différents, tout simplement. Bah oui, j'en ai plein, rien que dans le milieu scolaire ou le milieu médical, souvent c'est compliqué. Quand as-tu eu ton diagnostic? Je l'ai eu en 2016 ou 2015 si je me trompe pas. Est-ce que dès lors que tu l'as eu, ça a fait un déclic, je dirais, une sorte de soulagement pour toi? Pas tout de suite.
J'étais préparée parce que du coup j'ai fait les démarches pour passer les tests, mais j'arrivais pas à intégrer que je pouvais être autiste. Enfin, j'avais encore dans ma tête autiste, c'était péjoratif en fait. Donc forcément sur le coup ça m'a fait un choc et je suis passée par les différentes étapes qui mènent à l'acceptation, comme qu'on a une maladie ou qu'on vit un deuil par exemple. Mais ouais, au début c'était un choc et j'étais dans le déni. Mais après oui, une fois que cette phase est passée, ça m'a permis de mieux me comprendre et d'avoir des aides et du coup d'évoluer. Est-ce que tu penses que... Alors, je vais prendre comme base 2016. Est-ce que depuis 2016, tu trouves que tu as eu des progrès enfin, je dirais que tu as réussi à adapter ton quotidien et à trouver tes marques dans, dans ta vie, dans tes environnements, dans ton quotidien. Oui, je vois bien le chemin que j'ai parcouru. Il y a plein de choses qui m'étaient inaccessibles et que maintenant je fais. Rien que cette interview, par exemple, il y a quelques années, j'aurais pas pu parler devant un écran comme ça. Voilà. Donc on peut dire que tu ressens une forme de fierté vis-à-vis du chemin parcouru. Oui. Super. Alors, il y a une autre question qui me vient, puisqu'on a parlé un petit peu du travail juste avant. C'est est-ce que le fait d'avoir ce trouble du spectre autistique et d'être reconnu, alors il me semble que c'est 80% en situation Oui, de... je suis reconnue à 80% minimum au niveau invalidité. D'accord. Et est-ce que cela a modifié, comment cela, pardon, a modifié ton rapport au travail, dont on parlait précédemment? Du coup, comme je l'ai dit, je suis en incapacité. Pour moi, le travail, c'est vraiment quelque chose d'anxiogène et de fatigant. Euh, j'ai déjà fait des stages durant mes études et ça me rendait malade. Je tombais littéralement de fatigue, j'arrivais plus à me nourrir, à répondre à mes besoins. Donc mon rapport au travail est assez compliqué. Euh, Après, on m'a déjà dit, mais si tu arrives à écrire des livres, à concrétiser des projets, pourquoi tu peux pas travailler? Mais même ça, l'écriture qui est ma passion, ça me demande beaucoup. Et en soi, le fait d'écrire, enfin, j'ai aucune obligation. J'ai des comptes à rendre à personne à part moi-même. Alors, on a tous donc notre vision de ce qu'est le travail. Et moi, je trouve que être auteur, surtout en auto-édition, comme on le disait précédemment, qui nécessite d'apprendre plein de choses, c'est un travail à plein temps. Alors très honnêtement, j'avais pas toujours eu cette vision-là, mais le travail, c'est pas quelque chose qui devrait être forcément essentiel dans la vie. Sauf si on fait de notre passion peut-être notre travail éventuellement. Je te rejoins dans le sens où effectivement, je trouve que toujours tourner beaucoup de choses autour de ce sujet-là, c'est pas forcément une chose positive. Et puis effectivement, de savoir que par exemple toi qui es donc reconnu en tant qu'invalide, eh bien d'avoir parfois peut-être des choses, des remarques qui tournent autour de ah ben comme tu le disais, hein, ah ben si tu peux écrire des livres, peut-être que tu pourras les travailler. C'est pas forcément des remarques hyper intelligentes par rapport à la situation, quoi. Oui. Alors, ma question suivante, est toute simple, c'est est-ce que tu connais Julie Dachez? Oui. Donc du coup, tu dois avoir en tête sa métaphore avec les cuillères qui permet d'expliquer le niveau d'énergie que nécessitent les choses chez une personne qui est Asperger. Oui, je connais. Si on devait prendre un peu notre pinceau, notre côté, comment est-ce que je pourrais dire ça, inventif, notre côté un petit peu, oui, inventif, créatif. Comment est-ce que toi, tu symboliserais le niveau d'énergie de Charlie, qui est autiste Asperger? Autre que des cuillères, parce que sinon c'est de la triche. Du coup, ce serait avec un cadran de batterie, je pense, avec le système des barres, tout Pourquoi? simplement. C'est plutôt représentatif. C'est une batterie et à chaque fois qu'une barre s'estompe, l'appareil commence à moins bien fonctionner. Ok,
Donc on a tous des hobbies, des passions, des centres d'intérêt. Mais de nos discussions précédentes, je sais, alors on appelle ça un intérêt restreint, il me semble, dans le cadre de l'autisme. C'est bien ça le terme? Oui, oui. Et je sais que tu as un intérêt restreint pour, entre autres, pour les furets. Alors pourquoi ne pas imaginer un système de notation d'énergie à base de furets? On commence la journée avec 10 furets et on enlève un furet par élément. Ce serait horrible pour les furets. Mais ce serait assez rigolo à imaginer, non? Oui, très mignon. On pourrait imaginer ça dans un... Ouais, une sorte peut-être de cage à plusieurs étages avec des furets, et puis on enlève le furet de chaque petite maison en fonction du niveau d'énergie. On pourrait faire ça. Ce serait Après, original. faudrait peut-être expliquer ce que c'est la théorie des cuillères, parce que je pense que peu de gens connaissent. Est-ce que tu te sentirais à l'expliquer pour nous? Je peux essayer. Bah, pour résumer grossièrement, on va dire que chaque personne a un stock de, on va dire 12 cuillères pour faire tout ce qu'elle a à faire dans sa journée. Donc par exemple, une personne dite neurotypique, pour prendre sa douche et son petit déjeuner le matin, ça va lui coûter une cuillère. Alors que par exemple, pour une personne neurotypique, enfin comme moi, déjà la journée commence souvent avec un stock de cuillères qui est inférieur à 12. On a souvent des problèmes de sommeil. Et pour ces mêmes tâches, ça va par exemple monter 2 cuillères au lieu d'une. Donc si on commence la journée avec 7 cuillères et qu'on en perd déjà 2 juste parce qu'on s'est lavé et qu'on a pris le petit déjeuner, je te laisse imaginer pour le reste de la journée. Bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui visuellement, c'est tout bête d'avoir symbolisé ça, je trouve, avec des cuillères, mais c'est quelque chose qui visuellement permet de vraiment se rendre compte, en fait, concrètement, de ce dont on parle, quoi, puisque peut-être que pour certaines personnes, le niveau d'énergie, ça peut être quelque chose d'assez abstrait. Et le symboliser Oui, avec des objets, je trouve que c'est un bon côté pédagogique pour montrer les choses et oui, c'est expliquer. plutôt un bon système. Comment? C'est plutôt un bon système, oui. Oui. La question suivante, c'est est-ce que tu as lu La différence invisible qui a été faite par Julie Dachez, donc qui est une BD? Oui, je l'ai lu, mais c'était il y a un certain temps maintenant. Je sais qu'il y a un moment qui m'a particulièrement marqué. C'est le moment où le personnage de Marguerite, du coup, reçoit son diagnostic officiel. Et du coup, elle appelle son copain pour lui annoncer. Et en rentrant chez elle, elle sort les coupes de champagne, elle veut trinquer, tout ça. Et son copain, il est étonné, il comprend pas. Et il lui dit eh ben, ça doit vraiment être une bonne nouvelle alors. Et elle répond mais oui, c'est normal que je sois normale, c'est génial. Et du coup, ce passage, il m'a marqué parce que ben, j'ai un peu ressenti la même chose une fois que j'ai accepté mon diagnostic. Et est-ce que dans ton souvenir, tu trouves que c'était représentatif de ce que, par exemple, toi, puisque au-delà de l'autisme Asperger, on est tous différents, tu vis au quotidien? Bah, dans mes souvenirs, du coup, oui, la BD, ça me parlait plutôt bien. Est-ce que tu as souvenir, là encore si ce n'est pas indiscret, du moment où tu as eu ton annonce Mon annonce. de diagnostic? Enfin, là où tu as su, tout comme elle, tu as appris donc que tu étais autiste Asperger. Est-ce que tu as souvenir de comment s'est passée cette fameuse journée, peut-être avec ton entourage, ta famille? Euh, oui, je m'en souviens. Je sais que c'était quelques jours avant mon anniversaire, du coup, ça m'avait un peu. Je l'avais pris un peu comme un cadeau, même si sur le coup, comme j'ai dit, c'était un choc. Mais c'était quand même un cadeau parce que j'avais enfin une réponse que j'attendais depuis des années. Et puis j'étais avec mon père, on était allé sur Brest, donc c'était à 2 ou 3 heures de route de chez moi. Donc il y avait tout l'aspect route où sur le retour on en a parlé, où j'ai pris le temps de digérer l'information. Et mon père aussi, parce que lui, il savait, c'est lui qui avait lancé les démarches. Il savait que c'était ça, mais comme il me l'a dit après, c'est pas la même chose de soupçonner que son enfant est autiste et avoir officiellement le terme posé, quoi. C'était un moment fort en émotion. Oui. Puisqu'on est sur le sujet du handicap, alors plus particulièrement de l'autisme Asperger, mais on reste sur un sujet handicap, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur et j'aurais une mini question à te proposer au sujet de la politique. Oula. Alors c'est le genre de question qui en général fait toujours un petit peu peur, mais tu vas voir, ça va très bien se passer. Est-ce que tu trouves que le gouvernement, actuellement, hein, j'entends ces 4,5 dernières années, on va dire, fait de la place au handicap et fait des choses pour justement que ce soit des sujets qui soient abordés et reconnus?
Alors, je suis pas très calée en politique, mais je trouve qu'en soi, en France, on a quand même de la chance parce qu'on a quand même pas mal d'aides sur plein de domaines, mais même le handicap. Par exemple, moi qui suis en incapacité de travailler, je peux ne pas travailler et quand même avoir de l'argent pour vivre, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même une chance. Je serais dans un autre pays, je pourrais sans doute pas avoir cette aide et je pense que j'aurais fini par mourir de fatigue. Donc de ce côté-là, oui. Après, forcément, ça peut pas être parfait et on a quand même, enfin, la France a quand même de sacrés retards sur le handicap. D'accord. Il y a une pétition qui a circulé il y a quelque temps, signée pour notre autonomie. Alors, elle a été largement diffusée alors, sur Twitter, là où je suis, j'en suis sûr, mais j'imagine que ça a dû être le cas sur tous les autres réseaux sociaux, médias et tout ce qu'on veut. C'est une affaire donc qui est à suivre. Est-ce que tu l'as signée, toi? Alors moi, je l'ai signé, oui. Très bien. Donc finalement, on peut dire quand même que tu suis un petit peu l'actualité politique en ce qui concerne le handicap. Pas directement, du coup, c'est juste que je suis sur Instagram et je suis des comptes de sujets qui m'intéressent, donc l'écologie, le handicap et d'autres causes comme le féminisme, par exemple. Et du coup, forcément, j'ai vu cette loi passer, mais si j'étais pas sur Instagram et que j'avais pas suivi un compte en particulier, j'aurais jamais entendu parler de cette loi. D'accord. Est-ce que ça va? Ça va? Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais quand tu expliquais que tu suivais plusieurs comptes, dont des comptes sur l'écologie. Et j'aimerais qu'on passe à ce sujet-là, si tu es d'accord. Oui, d'accord. Tu as un intérêt pour l'écologie. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi l'écologie? Alors, du coup, je m'étais renseignée. Euh, donc déjà, l'écologie à la base, c'est une science, mais pour moi, enfin, quand je dis que je m'intéresse à l'écologie, je vais plutôt parler du fait de préserver et respecter la biodiversité. Je suis pas dans tout l'aspect technique, on va dire. Donc, ce serait Voilà. le terme adapté, ce serait plus développement durable. Alors, dans ton cas, le développement durable, c'est le terme qui est vraiment, on va dire, pour globaliser le concret sur l'écologie, qui est effectivement une science. Est-ce que tu suis l'actualité écologique française? Je la suis un petit peu, mais du coup plutôt par le biais de personnes que je suis sur Instagram. Qui ont une conscience écologique. Après, j'essaie de suivre quand même un minimum, mais j'avoue que quand on, quand on se renseigne sur Internet ou autre, ça a tendance à faire plus déprimer qu'autre chose. Donc je préfère me renseigner via des comptes qui sont engagés là-dedans et qui vont pas que parler des mauvaises nouvelles. D'accord. Tu parlais de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu en retiens de cette actualité française autour de l'écologie? Bah, je- Franchement, je sais pas trop parce que un jour on va avoir l'impression que ça avance dans le bon sens. Et le lendemain, il y a une loi qui est passée, on l'annule ou on la décale. Ou alors on va avoir une mauvaise nouvelle, on va avoir un bateau qui va avoir coulé ou ce genre de choses. Donc, je sais Hmm. pas trop. D'accord. Au quotidien, toi par contre, tu fais pas mal de choses dans le cadre de l'écologie, du développement durable et de la protection, pardon, que ce soit de la nature ou de ton environnement, de ton style de vie, on va dire. Est-ce que, alors là, va falloir se mettre en mode définition. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition simple de ce qu'est le zéro déchet? Je pense que le zéro déchet, ça consiste déjà à réduire le plus possible ses déchets. Voilà, après, c'est ça, c'est réduire ses déchets et puis après, il y a plein de moyens pour. Alors ça fait partie des choses que tu fais toi au quotidien, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de toi, Charlie, qui agit sur le zéro déchet? Du coup, ça englobe pas mal de choses. J'essaie de consommer autrement. J'essaie de fabriquer mes propres produits avec des ingrédients pas emballés, naturels. Euh, J'essaie de limiter mon impact en fait. Après, je suis pas parfaite, mais j'essaie de faire le plus possible à mon échelle. Et je pense que vaut mieux faire, on va dire, 5 choses correctement et que ça ait un impact
plutôt que faire 40 000 trucs en même temps et au final que c'est pas bien et que ça ait aucun impact. Et je suis totalement d'accord avec toi. Alors une seconde chose que tu fais aussi, qui pour moi rentre dans le développement durable, l'écologie, c'est le minimalisme. Est-ce que là aussi tu pourrais nous donner une définition simple du minimalisme? Alors le minimalisme, ça dépend le domaine, mais dans le domaine, on va dire, écologique, c'est plus le fait de enfin non, même pas parce qu'il y a des personnes qui sont minimalistes et qui ont pas forcément la conscience écolo, mais ça se rejoint quand même. Mais en gros, ça consiste à à avoir moins et de meilleure qualité et du coup, ça découle sur consommer autrement. Par exemple, je vais pas aller acheter, une chaise qui va durer une journée, enfin j'exagère un peu, on va dire un mois et en racheter, tous les mois. Autant acheter une chaise qui, bon, va me coûter, cher sur le moment, mais va me durer dans le temps et voilà. Alors là encore, j'ai envie de rebondir avec ce que tu disais. Et une troisième chose qui est un petit peu un de tes sacerdoces que tu fais beaucoup, c'est consommer différemment. Alors, Oui, j'ai un exemple, moi, que je peux donner tout de suite, c'est le fait d'éviter d'acheter le neuf. oui. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres choix que tu fais pour consommer différemment? Bah, du coup, déjà consommer, différemment, ça rejoint un peu le minimalisme. Ce que je D'accord. disais, choisir la qualité, quelque chose qui va durer dans le temps plutôt que de changer tous les mois et du coup, enfin, devoir produire de nouvelles ressources et du coup, oui, bah, il y a consommer autrement, donc le seconde main, pareil pour une histoire de ressources, et puis il y a consommer autrement au niveau alimentaire, donc consommer des fruits et légumes de saison, limiter sa consommation de viande, ce genre de choses. Je propose qu'on passe un petit peu à une vision du futur. Quelles sont tes envies pour aller encore plus loin au niveau de ton application et de ta conscience écologique? J'aimerais faire, de plus. Oui. Hem, J'aimerais bien, pouvoir réduire les déchets, au niveau alimentaire, enfin les emballages au niveau alimentaire. Mais, du coup, bah, avec mon syndrome, j'ai des problèmes au niveau alimentaire, donc je peux pas manger tout ce que je veux et du coup, ça réduit pas mal les possibilités. Je peux pas acheter, forcément tout en vrac, je peux pas enfin c'est compliqué. J'aimerais bien pouvoir agir sur ça, mais c'est compliqué. Je peux pas pour le moment en tout cas. Mais au niveau de là où tu peux le faire, le vrac et limiter les emballages, c'est quelque chose que tu appliques le plus souvent possible. Oui, je sais, oui. Ce qui est déjà un bon point. Après, comme tu le soulignais, s'il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'heure actuelle du fait de tes difficultés alimentaires, là on rentre dans un autre domaine et tu peux pas agir dessus, tu ne peux pas agir dessus pour le moment. J'ai envie de dire, c'est pas de ta faute quoi. Oui. Si tu devais donner un conseil maintenant aux gens qui ont envie de se lancer ou qui sont un petit peu lancés mais bon, ils pourraient faire mieux quoi. Au niveau de ces trois notions qui sont le zéro déchet, le minimalisme et consommer autrement. Bah, du coup, j'ai pas vraiment de conseils. Ce n'est, comme je l'ai dit, vaut mieux faire, des petits trucs qui ont un impact plutôt que plein de choses qui en ont aucun, enfin aucun et donc ça, c'est plus pour la partie, réduction des déchets et le minimalisme et consommer autrement, je trouve que ça se rejoint beaucoup. Vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, vaut mieux acheter, par exemple, une chaise à 50 € qui va durer des années, plutôt que de racheter tous les mois une chaise à 10 €. Parce qu'au final, on produit plus de matière et en plus on dépense davantage, donc ça a aucun intérêt. C'est un cercle vicieux quoi. C'est ça, oui. Et puis, bah oui, consommer autrement, en achetant de seconde main, en consommant, les fruits et légumes de saison. Enfin, ça a plein de il y a plein de possibilités, plein de petits trucs sur lesquels on peut agir. Est-ce que tu conseillerais aux gens, par exemple, qui ont envie, je ne sais pas, peut-être de s'installer ou de changer de lieu de vie, par exemple, de privilégier les meubles de seconde main de chez Emmaüs, par exemple, plutôt que d'aller dans le Ikea du coin, grosse structure de consommation pour acheter du neuf qui ne tiendra pas forcément très longtemps. Oui, forcément, oui, je pourrais leur conseiller ça. Et puis en plus maintenant, avec internet encore, il y a plein de plateformes et de sites qui permettent d'avoir de trouver des objets, pas chers, voire, donnés. Donc
En plus d'avoir un impact positif sur la planète, ça a un impact positif sur le porte-monnaie. Donc, J'en déduis que tu dois être une grosse consommatrice de Vinted. ouais, j'aime bien. Ta vision du futur au niveau écologique? Plutôt péjorative, plutôt positive? Ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai espoir. Par exemple, quand il y a une loi qui passe enfin, ou quand je vois des gens qui se bougent, ou par exemple, je croise quelqu'un dans la rue qui va jeter son mégot dans la poubelle et pas à côté de la poubelle. Et puis il y a des jours où au contraire, je vais désespérer quand je vais voir les gens qui vont vider leur poche à côté de la poubelle. Enfin, ça dépend des jours. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, qu'on atteigne comme résultat de manière très concrète? Et pour préciser ma question et te donner un exemple, on a beaucoup de politiciens ou de personnalités qui disent il faudrait atteindre la neutralité carbone, gna gna gna, pour qu'on puisse être dans une bonne voie au niveau écologique. Mais si toi tu devais donner un exemple concret qui sera atteint pour que les choses s'améliorent ou évoluent, qu'est-ce que ce serait? Alors je sais que c'est une question qui est pas facile. Moi j'ai un exemple qui me vient en tête qui est clairement qu'un exemple, hein. Mais par exemple demain, eh bien plus de voitures sauf si elles sont électriques dans les villes au hasard. Bah déjà, faut pas forcément qu'on soit tous écolos, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a un b.a.-ba et bah maintenant on connaît les conséquences et on développe des moyens pour moins polluer, donc il faudrait juste que chacun y mette du sien. Euh, enfin, ouais. Et puis je pense que ce serait bien aussi qu'à l'école, bah, justement, on enseigne ce b.a.-ba. Parce qu'au final, les jeunes, ils ont pas l'air très sensibilisés. Voilà. Et puis en plus, les parents sont pas forcément eux-mêmes sensibilisés parce que c'est pas leur génération, entre guillemets. Et donc après, ça se retransmet, et au final, personne n'est sensibilisé. Je vois. C'est vrai que nous on fait partie, je pense, d'une des générations qui est sensibilisée et qui a tendance à manifester, agir, faire preuve de pédagogie vis-à-vis de ça. Est-ce que là, tu nous as donné des exemples de changements qui seraient à faire au quotidien par l'ensemble des populations? Est-ce que par contre, alors, on va les appeler, et en plus c'est un mot d'actualité, les décideurs ont leur part à jouer là-dedans? Bah oui, forcément, ils peuvent appliquer des lois, ils peuvent. Je pense qu'ils ont entre guillemets plus de pouvoir, mais je pense que nous aussi, hein, forcément, rien qu'avec le boycott et tout ça, mais je pense quand même qu'il faut que ça bouge en haut. Parce que si ça bouge que en bas, je pense que ce sera jamais suffisant. Sauf si vraiment un jour on se rebelle vraiment dans la rue, tout ça, je sais pas, on retourne le monde, mais sinon, je pense pas que ça pourra évoluer. Très bien. Je sais pas, je suis peut-être un peu pessimiste. Non, je pense pas. J'encourage donc tous les décideurs qui nous écoutent ou qui nous écouteront un jour à se bouger les fesses pour écouter les gens et pourquoi pas agir eux aussi. Alors, j'aimerais qu'on termine notre échange autour d'un mot. Je vais te donner un mot et tu pourras réagir vraiment comme tu le souhaites. Le définir, te dire ce qu'il représente pour toi, te dire ce qui t'inspire, de positif comme de négatif, complètement librement, tu pourras réagir à ce mot. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, ce mot, c'est Amazon. Amazon. Je trouve qu'Amazon, alors ça me fait mal de dire ça, mais je trouve qu'Amazon a de bonnes idées dans le fond, mais il faut revoir le b.a.-ba une fois encore. Je vais m'expliquer. Euh, Amazon, c'est une grande, ils sont puissants et je pense s'ils intègrent une conscience écologique, environnementale et plus raisonnable dans leur entreprise, je pense que ça peut donner des bonnes choses parce que ils ont les moyens déjà et je pense qu'ils ont des idées, mais c'est juste que ils, je pense, je les connais pas, mais ils sont un peu, on s'en fiche quoi. On prend l'argent et le reste, l'environnement, nous on sera mort et riche donc on s'en fiche. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve justement qu'ils ont quand même des bonnes idées. Je vois.
Et ils ont les moyens financiers de faire des choses, donc je trouve ça dommage. Donc une fois encore, si Jeff Bezos nous écoute, arrête de prendre l'argent et agis, quoi. Prends-le, mais fais des choses raisonnables avec. Très bien. Alors, j'avais pas choisi ce mot au hasard, puisque c'est un mot qu'on avait évoqué au tout début de notre échange, donc puisque c'est là où tu as auto-édité ton livre. Et ma dernière question, vraiment la dernière question pour le coup, c'est quand on démarre de zéro dans l'auto-édition, Amazon, c'est une plateforme qui est donc attrayante, mais si toi, Charlie, donc du coup tu démarrais l'auto-édition de ton livre, est-ce que tu pourrais t'en passer de Amazon? Et si oui, est-ce que tu le ferais? Ou est-ce qu'au contraire, par un côté pratique, un côté, il faut le reconnaître, attrayant, dans un premier temps, en tous les cas, tu referais ton auto-édition chez eux? Je pense, parce que, comme je le disais, Amazon, ils ont de bonnes idées, et donc ce qu'ils offrent pour l'auto-édition, c'est quand même intéressant quand on commence. Mais j'aimerais bien, oui, par la suite, si possible, par exemple, vendre mes livres en totale indépendance. Que actuellement, Amazon n'est pas trop en rapport avec mes valeurs. Mais du coup, oui, pour commencer, c'est plus simple. Je vois. Et puis, comme tu le disais, on a tendance d'ailleurs, l'idée me vient à oublier qu'à la base, c'était tout simplement une librairie en ligne quand ça a ouvert. Le livre, c'est un petit peu on pourrait dire, leur cœur de métier au départ. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, où tu exprimais que c'était pas forcément en rapport avec tes valeurs. Est-ce que on pourrait penser que sur ce point de vue-là, d'un point de vue littéraire, tout n'est pas acheté chez eux? Je pense que tout n'est pas acheté, parce que déjà, les livres, c'est de la culture. Et ça permet à plein d'auteurs de partager leur travail. Et ça leur donne une chance, parce que, comme je le disais, le monde de l'édition, c'est assez difficile d'accès. On va dire le seul bémol, c'est que du coup, il y a une part de l'argent qui va à Amazon. Donc en soi, c'est pas un problème, et c'est normal qu'ils prennent une part. Mais c'est justement le problème de ce qu'ils font avec l'argent. Enfin, le fait que ce soit une entreprise, on va dire, pour l'argent, quoi. Où vont les flux derrière, quoi? Oui, ouais. Très bien. T'as bien défendu. Enfin, tu t'es bien expliqué, je dirais, vis-à-vis de cette question. Eh bien, c'est tout pour moi. Donc, merci Charlie pour cet échange. Donc, c'était très intéressant. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller acheter Nathanaël, donc qui est en vente sur Amazon en format numérique et en format papier. Le format papier qui est à 8,64 €, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, ou 68. Enfin, pas plus de 9 euros, quoi. Et le format du coup Kindle qui est à 6 euros, 7 7 euros. euros, un peu moins de 8. Très bien. Merci Charlie. Merci à toi. Et merci à tous pour votre écoute. Et je coupe l'enregistrement.